de l'essence en Estrie, la hausse du budget dans l'éducation au Québec, l'égalité entre les hommes et les femmes et en entrevue, le maire M. Bernard Sévigny. Bonjour et bienvenue au bulletin de la salle des nouvelles. Le 9 mars dernier, le prix de l'essence a subitement augmenté de 16 cents à Montréal. Les Estriens sont inquiets car l'essence ici pourrait aussi subir une augmentation. Jason Cordonero et son équipe sont allés faire le point. Ce mercredi 9 mars, le prix de l'essence a augmenté de 16 cents à Montréal et l'Estrie pourrait elle aussi subir une augmentation. Selon l'Info Essence du CA Québec, le prix réaliste pour l'Estrie est estimé à 97 cents. Actuellement, le prix du carburant ordinaire se vend à 93 cents le litre. Nous sommes allés interroger Jacinthe Cloutier, enseignante en monde contemporain, pour en savoir davantage. Quelles seraient les conséquences si l'Estrie aurait une augmentation de prix d'essence aussi importante que celle de Montréal? Bien, en fait, je crois qu'en général, les gens s'adaptent aux hausses. Donc, on est dépendant de la consommation d'essence. Donc, peut-être une petite adaptation, mais oui, Sherbrooke a un niveau de vie, des salaires plus bas, mais un niveau de vie plus bas aussi au niveau des coûts que Montréal. Donc, forcément, on s'adapterait. Donc, on ajusterait en fonction. Puis aussi, il ne faut pas oublier que l'aspect peut-être plus négatif, les gens sont peut-être plus dépendants du transport au niveau véhicule que Montréal, où on a des alternatives comme le métro, puis les autobus qui est peut-être mieux organisé. Fait que ça pourrait avoir une incidence peut-être plus dramatique pour les Estriens au niveau du transport. Pourquoi le prix d'essence est moins cher dans certaines régions? Régions plus reculées, moins d'habitants, donc on va avoir des prix plus bas. Si on est dans des grandes villes, il va y avoir des prix plus élevés. Mais il y a aussi des fois des phénomènes de cartel, comme on a déjà eu en Estrie, où le prix à Sherbrooke était plus élevé, malgré le fait qu'on n'est pas une immense ville, mais qu'il y avait un consensus, là, comme une entente camouflée de la part des fournisseurs d'essence à gonfler les prix. C'était Jason Cordonero à l'École Lebert pour la Salle des Nouvelles. Monsieur Carlos Leitao, ministre des Finances du gouvernement Couillard, promet d'augmenter de 3 % le budget alloué à l'éducation au Québec. Mais est-ce suffisant pour répondre aux besoins? Daphné Dumoulin s'est penchée sur ce sujet. Jeudi dernier, le nouveau budget dans l'éducation prévu pour la prochaine année par le ministre des Finances, M. Leitao, sera augmenté à 3 %, ce qui représente environ 500 millions de dollars de plus cette année. Le premier ministre Couillard a soutenu que l'éducation doit devenir priorité nationale. Je suis allée interviewer Mélanie Cossette et Martine Théberge, deux de nos enseignantes ici à l'École de la Montée. Quels sont les besoins les plus urgents en éducation? Fait que je pense que vraiment, où est-ce qu'on a le plus besoin en enseignement, c'est au niveau du service à l'élève, directement et indirectement, parce que l'éducation, on le sait, hein, c'est l'élève en premier. Et ça fait qu'on a des élèves en souffrance qui ne peuvent pas réussir, alors qu'ils auraient le potentiel de réussir, mais que l'école n'est juste pas capable d'offrir le soutien adéquat. Croyez-vous que cette hausse est acceptable? Bien, c'est acceptable. C'est intéressant parce que tout ce qu'on peut prendre, on va le prendre, évidemment, là. Mais c'est certain qu'avec toutes les coupures qu'il y a eu dans les dernières années, ben c'est minime, là. D'après moi, soit vraiment ils ont refait le budget, l'argent était là, ils ont décidé de le remettre, ou c'était peut-être à la limite déjà prévu, puis ils ont attendu pour qu'on voit ça comme un cadeau, qu'ils ont tellement dit non que tout à coup ils disent oui. Puis les grèves ont peut-être eu cet impact-là de faire prendre conscience aux gens que, OK, travailler dans une école, c'est pas juste être en vacances l'été, là. Ça demande beaucoup, puis c'est l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir de notre société, puis peut-être qu'il serait temps qu'on réagisse un peu. Reste à savoir si cette augmentation fera une différence cette année. C'était Daphné Dumoulin pour la Salle de Nouvelles. Le Canada est considéré comme un pays modèle en ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais si on se regarde de plus près et qu'on compare les différents instituts politiques, est-ce vraiment le cas? Abla El-Awad et son équipe ont voulu en savoir plus. Les femmes ont massivement investi dans le marché du travail ainsi que dans leur niveau d'éducation, qui a rejoint, voire dépassé celui des hommes. Mais les inégalités professionnelles persistent toujours entre ceux-ci.
Jacinthe Cloutier, prof de droit à l'École secondaire de la Montée, qui nous informera sur ce sujet. Pensez-vous que l'homme et la femme pourront un jour être égaux dans tous les domaines? De façon optimiste, j'aimerais bien. Dans la réalité, c'est loin d'être gagné. Que ce soit au niveau social, politique, marché du travail, il y a encore du chemin à faire. Il y a des réalités qu'on accepte, que ce soit au niveau du salaire, au niveau pour compétences égales. Il y a encore des inégalités, mais j'aimerais bien. On a fait beaucoup de chemin, mais il en reste encore. Comment expliquez-vous qu'on n'ait pas encore atteint la parité entre hommes et femmes en 2016? Peut-être par manque d'éducation, peut-être aussi par manque de connaissances de la situation, manque de volonté politique aussi. On essaye pourtant des fois d'obliger des ratios hommes-femmes comme en politique. Il y a une certaine volonté d'avoir autant de femmes députées que d'hommes députés au niveau des ministres, etc. Mais il y a peut-être aussi un manque d'intérêt chez les femmes de leurs propres conditions, à savoir est-ce que des femmes peuvent s'intéresser à la politique, s'intéresser au monde des affaires, s'intéresser à des domaines qui ont été longtemps la chasse gardée des hommes. Donc, est-ce que les femmes ont un manque d'intérêt face à ça aussi? C'était Ablaï Lawad, Élise Côté et Audrey Migan pour la salle de nouvelles. Récemment que la nageuse russe Yulia Efimova, de 23 ans, a été contrôlée positive au meldonium. La quadruple championne du monde risque une suspension à vie. Rappelons-nous que depuis le 1er janvier dernier, l'Agence mondiale antidopage a ajouté le meldonium sur sa liste des produits interdits. Plusieurs sportifs sont contrariés de ce nouveau règlement et affirment que ce produit n'améliore pas les performances et qu'il serait utilisé pour la prévention des infarctus. L'AMA explique pour sa part avoir interdit ce produit en raison des preuves de son utilisation par les athlètes souhaitant améliorer leurs conditions physiques. Toujours selon l'agence, 99 sportifs ont été contrôlés positifs au meldonium depuis le début de l'année, dont la joueuse de tennis Maria Sharapova. Reste à savoir si les prochaines études vont démontrer les effets néfastes du médicament sur les athlètes. La semaine dernière, Jean-Denis Charlebois de l'Office national de l'énergie a expliqué que TransCanada aurait une responsabilité absolue de défrayer la totalité des coûts d'un déversement jusqu'à concurrence de 1 milliard de dollars, même si l'entreprise n'était pas responsable du bris. Le pipeline Énergie S serait le plus important en Amérique du Nord, avec un débit de 1,1 million de barils de pétrole par jour. Ce projet suscite des inquiétudes car le trajet comprend des zones agricoles, des milieux naturels et pas moins de 860 cours d'eau. Selon une étude réalisée par l'École polytechnique, ces parcours pourraient poser de grands risques environnementaux pour une trentaine de rivières importantes dont certaines servent de source d'eau potable, en plus de causer une augmentation nette de 0,7 à 4,3 millions de tonnes de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Rappelons-nous que le Québec est le dernier obstacle de TransCanada qui a vu ses projets refusés aux États-Unis et en Colombie-Britannique. Depuis des années, des milliers de Québécois sont convaincus que l'herbe est plus verte chez les voisins ontariens. Mais est-ce vraiment le cas? Selon le dernier rapport de l'indice d'équité entre les générations, les Québécois auraient dans l'ensemble largement rattrapé le niveau de vie des Ontariens. Donc, les jeunes Québécois comptent moins de chômeurs dans leur rang et quand ils sont astreints au chômage, ils y restent moins longtemps. Ils travaillent moins d'heures tout en touchant un revenu médian de 5,7 % plus élevé. Ils ont donc plus d'argent dans leur poche et doivent en dépenser beaucoup moins pour se loger que les jeunes Ontariens. Une étude publiée dans la revue The Lancet a permis d'estimer qu'une femme sur 100 infectée par le virus Zika durant le premier trimestre de sa grossesse donnerait naissance à un enfant atteint de microcéphalie, une infection caractérisée par un cerveau de taille réduite et une déficience intellectuelle. Le virus Zika, qui ne produit que très peu de symptômes, peut avoir de graves conséquences sur les femmes enceintes. En effet, des liens entre le virus et la microcéphalie ont été découverts. Les conclusions de l'étude publiée sur le site de CellStream expliquent que les résultats démontrent que le Zika peut directement infecter les cellules neuronales progénitrices humaines. Pour ces femmes, les meilleures méthodes pour protéger leurs futurs enfants de la microcéphalie restent d'éviter la grossesse ou bien les piqûres de moustiques.
Après la pause, les volets culturels et sportifs de la région de Sherbrooke, la question Vox Pop et en entrevue, le maire de Sherbrooke, M. Bernard Sévigny. Hey, Yuri, arrête de texter, là, c'est dangereux pour vrai. Ouais, t'as peur, je finis ça. Ok, pour vrai, arrête, là, arrête, y'a quelqu'un devant, arrête! Ouais, là. Oh non! Je t'avais dit, Yuri! Ah! Qu'est-ce qu'on fait? Appelle un 911! Bonjour, je m'appelle Bernard Sévigny, je suis le maire de Sherbrooke. Vous écoutez La Salle des Nouvelles. Noémie Vien est allée questionner le maire de la ville de Sherbrooke, M. Bernard Sévigny, sur les sujets suivants. Un nouveau parti politique, le dossier des Jeux de la francophonie et son nouveau rôle de célébrant de mariage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Monsieur Sévigny, un nouveau parti a vu le jour le 6 mars sous le nom de Sherbrooke Citoyen. Que croyez-vous que cela va changer sur la scène politique municipale sherbrookoise? C'est une bonne chose parce que moi, je suis chef d'un parti politique, le Renouveau Sherbrookois, et quand il y a un deuxième, même un troisième ou quatrième préférablement, ça donne le choix aux citoyens lorsqu'ils viennent pour voter. Donc, évidemment, quand il y a deux partis, ça veut dire qu'il y a deux visions qui vont être proposées, deux programmes différents, espérons-le. Et l'impact de ça, c'est le citoyen qui va y gagner parce que ça va lui donner le choix entre un programme ou un autre. Et la démocratie fait en sorte qu'il faut souligner ces initiatives de partis politiques parce qu'il y a des gens qui se présentent comme indépendants aussi. Donc, encore une fois, plus que les gens ont le choix, je pense mieux la démocratie se porte. Oui, effectivement. Nous savons que vous étiez enthousiaste à l'arrivée de M. Luc Fortin, le nouveau ministre des Sports et des Loisirs de la région de l'Estrie, mais depuis, la situation a changé et la candidature de Sherbrooke n'a pas été retenue aux Jeux de la francophonie. Quelles leçons en tirez-vous? C'est difficile, ça a été très décevant d'abord. C'est difficile d'en tirer des leçons. D'abord, la position de Luc Fortin comme ministre, c'est toujours intéressant d'avoir un député de notre ville qui siège au Conseil des ministres parce que les discussions les plus importantes se tiennent autour de cette table-là où il y a 30 personnes, donc les 30 ministres. Maintenant, les Jeux de la francophonie, M. Fortin a été très actif avec nous. Les leçons qu'on doit tirer, bon, évidemment, on ne les a pas obtenues, on était très bien préparés. Le dossier de candidature de Sherbrooke était excellent. Sauf que le choix s'est fait sur le Nouveau-Brunswick. Les membres du jury ont eu un coup de cœur. Et ça, un coup de cœur, c'était un peu difficile à contrôler. Alors nous, ce qu'on souhaite comme enseignement de ça, c'est que les critères soient plus précis
pour l'attribution des Jeux de la francophonie. Je pense que ça va permettre aux villes qui, éventuellement, dans les prochains Jeux, vont soumettre une candidature, que les villes soient mieux aiguillées sur les critères de sélection, plutôt que de laisser une quinzaine de personnes décider sans avoir de critères précis. Nous savons qu'un de vos amis vous a demandé de célébrer leur union, comme plusieurs particuliers le feront. Comment vous sentez-vous face à cette nouvelle tâche? C'est intéressant. C'est une tâche que, ça promet une résolution du conseil municipal pour permettre, me permettre de célébrer un mariage. Je ne veux pas en faire un commerce. C'est vraiment par plaisir, pour rendre service à un couple d'amis. J'ai trouvé ça drôle parce que c'est relativement récent. C'est dans la loi sur les compétences municipales qu'on permet à des conseils municipaux ou aux maires de célébrer des mariages. Il faut prendre ça, je pense, comme étant un nouveau pouvoir qui permet de faire plaisir aux gens, dans le fond, parce que les gens qui veulent se marier, et ça fait toujours plaisir, une petite fleur que le maire, on demande au maire d'unir une union, donc de confirmer une union. Alors, je le fais avec beaucoup de plaisir. C'est sûr. Mais en tout cas, je vous remercie. Mais ça fait plaisir. De retour à vous en studio. Formé en 2010, le groupe Orange O'Clock connaît un grand succès dans l'univers de la musique depuis ses tout débuts. Émilie Normand et son équipe sont allés rencontrer les musiciens du groupe dans leur local de création. Coup de cœur au Québec, ils ont conquis la population avec leurs talents musicaux. Orange O'Clock a été déclaré gagnant de plusieurs concours, dont le Sherbrooke Lane 2012, qui leur a permis d'amasser plus de 20 000 $. Nous sommes allés rencontrer le groupe afin de leur poser quelques questions sur leur univers musical. On sait que vous avez fait plusieurs spectacles comme au Gala de Bravo, vous avez accompagné. Vous avez aussi fait un spectacle au Granada, il n'y a pas longtemps. Puis on se demandait si vous visiez le marché américain. Ce projet-là, en fait, on essaie de le pousser jusqu'au bout. Fait que c'est sûr que le maximum pour nous, ce serait ça, justement, d'être connu comme internationalement. Fait qu'on va, pousser vraiment jusqu'au bout où on peut se rendre. Est-ce que vous n'avez pas formé un groupe dans le fond où vous auriez vu professionnellement en tant que métier? Est-ce que vous auriez vu différemment que dans la musique? Moi j'ai toujours voulu être un agent secret. Mais moi, je sais pas, ça aurait été, je pense, pas mal en sciences ou peut-être en musique autrement, mettons pigiste ou autre chose en musique. Ouais. On sait que votre groupe a vraiment un succès partout. Comment ça a changé vos vies de devenir populaire? Ben là, on se refait pas reconnaître dans la rue n'importe où là encore, mais ça nous arrive une fois de temps en temps de se faire reconnaître, et c'est toujours le fun de signer des autographes ou de sortir, puis juste de voir qu'il y a du monde qui écoute ta musique, c'est toujours le fun. Mais merci beaucoup d'avoir participé et pris de votre temps très chargé. Merci à toi. C'était Émilie Normand, Virginie Nadeau et Vanessa Gingras pour la salle. La commission scolaire de la région de Sherbrooke a financé l'aménagement d'un futur terrain synthétique à l'école secondaire du Triolet. La valeur des travaux est évaluée à 2 150 000 $. De plus, il devrait débuter au mois d'avril de 2017. Mao Juma et sa coéquipière Véronique Bouffard nous informent à ce sujet. Le 26 février 2016, le président de la commission scolaire de la région de Sherbrooke, M. Gilles Normand, a remercié l'ex-député ministre délégué de loisirs et du sport, M. Luc Fortin, pour la participation du gouvernement du Québec au financement de l'aménagement du futur terrain synthétique. Nous avons questionné M. Normand sur diverses questions à ce sujet. Pourquoi avoir choisi cette école? Dans le fond, nous, on a fait des demandes pour toutes les écoles secondaires parce qu'on a des problématiques de terrain extérieur, même si c'en était presque devenu dangereux. C'est un avantage aussi parce que c'est une école qui est de sport-études. Pour nous, c'est un premier terrain parce que les demandes vont continuer pour l'ensemble de nos écoles secondaires. Ça devient pour nous aussi un terrain commission scolaire. Ça veut dire que dans le fond, toutes nos écoles secondaires vont pouvoir aller jouer leur match sur ce terrain-là. Comme c'est le premier, c'est pour ça que ça devient le terrain commission scolaire. C'est un premier pas dans la bonne direction. Ici Mao Juma et Véronique Bouffard pour la salle de nouvelles.
Les réseaux sociaux se défoulent beaucoup sur le très controversé candidat républicain Donald Trump. Marie Leroux et Louisiane Camiré sont allées demander l'opinion des jeunes sur le candidat à la présidence des États-Unis. Dans le cadre du Vox Pop, nous avons demandé aux élèves ce qu'ils pensaient des idées de Donald Trump. Alors, je crois que ce magnifique décor en arrière vaut beaucoup plus que ses idées. Genre, il mérite pas d'être président, for real. Moi, je crois que si on élu Donald Trump, ça va être comme Hitler. Ben, je pense que c'est tout un homme d'affaires, mais qu'en politique, c'est autre chose. Ben, moi, personnellement, je le connais pas vraiment, mais je me suis fait dire qu'il ressemblait à Hitler, fait que... Ben, moi, je trouve qu'il se fait vraiment trop bronzer, là, puis aussi, il est vraiment pas respectueux. Ouais. C'est bon. Que pensez-vous de Donald Trump? Ben, il est un petit peu radical. Ses idées, là, sont un peu trop fortes. Je crois qu'il devrait revoir ses ambitions dans la vie. C'est qui ça? Ben, personnellement, je trouve que il a des bonnes idées, mais sauf que je suis pas vraiment genre contre lui. Mais... Ben, sérieusement, je trouve ça vraiment stupide. Il devrait juste pas faire ça. Puis moi, si sérieusement il serait élu puis je serais aux États-Unis, ben, je quitterais le pays. Genre, c'est pas correct de tuer tous les musulmans, là? L'équipe Hyperion 3360 revient tout juste d'une compétition de robotique à Toronto et est maintenant en préparation pour celle de Montréal qui aura lieu dans moins d'une semaine. L'équipe doit conserver le robot dans un emballage jusqu'à l'affrontement à Montréal. Guillaume Delisle et son équipe sont allés s'informer sur le sujet. En 6 ans d'expérience, l'équipe Hyperion 3360 a à son actif 3 participations aux championnats mondiaux. Je suis allé interviewer Jérémy Dufresne pour qu'il nous parle de son implication dans l'équipe Hyperion et des compétitions auxquelles il a participé. Jérémy Dufresne, copilote et programmeur d'Hyperion 3360. Qu'est-ce qu'un pilote dans le projet Hyperion? Dans le fond, cette année, moi, j'ai été choisi comme pilote dans Hyperion. En quoi ça consiste? C'est qu'aux compétitions, c'est toi qui contrôles le robot ou une partie du robot dans les matchs. Quelles sont les compétitions auxquelles tu as participé? À Toronto, on espérait gagner contrairement aux autres années. Mais c'est pas arrivé parce qu'on est arrivé là-bas et on a eu beaucoup de problèmes techniques. Donc on a quand même réussi à se rendre en demi-finale, c'est là où on a perdu. Dans le fond, Toronto, comme à chaque année, ça nous sert un peu d'ajustement. On arrive là puis on sait ce qu'il faut qu'on change pour gagner Montréal. Puis comme vous le voyez en arrière de moi, on a gagné 2 années de suite à Montréal, puis cette année, on veut encore le reproduire. Quels sont les prix que vous avez remportés au cours des dernières années? Comme prix Hyperion, on en a une multitude. Cette année à Toronto, on a reçu le prix de la qualité. Ça veut dire qu'on avait un robot, puis notre équipement, notre pit était vraiment au-dessus de la moyenne. On est aussi reconnu pour notre sécurité parce qu'il y a des juges qui vérifient la sécurité dans les compétitions. Puis là-dessus, on est très fort. On a des prix d'ingénierie parce qu'on développe tout le temps des nouveaux systèmes. Comme l'an passé, on avait un Swerve Drive, ça s'appelle, c'est des roues qui font 360. C'était Guillaume Delisle pour la salle des nouvelles. C'est ici que notre bulletin de nouvelles se conclut. À la réalisation, Danica Dubéruel et Sarah Maud Jeté. Et au pupitre, Océane Perron et moi-même, Catherine Poirier-Picard. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.